Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. When you're a forward thinker, the only thing you're afraid of is business as usual. Workday is the AI platform that transforms the way you manage your people and money today, so you can transform tomorrow. Workday, moving business forever forward. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur notre nouveau podcast Touchdown Actu. Nitinia Simiong, très heureux de vous retrouver pour un nouveau podcast consacré à la draft NFL 2025. Je rappelle que la draft NFL 2025 aura lieu du 24 au 26 avril, donc c'est-à-dire quasiment dans un mois, quoi, ouais, dans quelques semaines, quelques jours. Voilà, on est tous impatients évidemment hein, d'y être à cette draft. Et puis à mes côtés, comme d'habitude, comme tous les podcasts sur les jeunes joueurs, il est encore à mes côtés, l'indispensable Jean-Michel Boujard avec moi. Bonjour Jean-Michel, comment ça va? Bonjour Niti, bonjour tout le monde. Ça y est, l'équipe des titulaires est de retour. Merci à Cyprien, Exactement. Antoine. C'était sympa, mais voilà. Allez. Et voilà, exactement. Tu as raison, Jean-Michel. Et oui, les titulaires sont de retour pour vous jouer un mauvais tour, peut-être ou pas. Et donc aujourd'hui, après les quarterbacks, après les running backs, place désormais aux receveurs. Alors je parle aux receveurs dans le sens global, mais on va parler de receveurs en sens wide receiver, évidemment, mais aussi en sens tight end. Et oui, on va parler plus de tight end receveur aujourd'hui, Jean-Michel. Jean-Michel, le programme que je te propose, c'est une première partie receveur avec les les meilleurs prospects, les bons paris, les sleepers, on va dire, les receveurs qui peuvent être des très très bons, des très bonnes prises pour les équipes NFL. Et puis une deuxième partie, évidemment, taïenne avec le même plan, avec les meilleurs prospects, quelques joueurs aussi qu'il faut connaître, évidemment, pour fin avril 2025. Est-ce que ça te va comme programme? Oui, impeccable, impeccable. Après, évidemment, on aurait pu développer encore plus. Il y a plus de profondeur que ça. Mais bon, on va pas vous faire un podcast de 2 heures non plus. Donc, il y a 10 joueurs en tout. Et c'est les 10 joueurs à connaître. Donc, on y va. C'est parti. Let's go! Et on y va donc, Jean-Michel, avec la partie d'abord receveur dans le sens donc wide receiver, comme on dit en NFL. Jean-Michel, déjà une première question pour toi avant que nos auditeurs s'intéressent à cette cuvée de receveurs. On avait 6 receveurs draftés au premier tour en 2024, dont 3 dans le top 10. Est-ce que cette cuvée de wide receiver est-elle encore plus qualitative ou est-ce qu'elle ou c'est le contraire, ça manque de qualité cette fois-ci, contrairement aux dernières années? Ça manque pas de qualité. Il y en a. Mais c'est moins Hmm. qualitatif que l'année dernière. L'année dernière, il y avait quand même Malik Dabbers, Marvin Harrison. On a vu Brian Thomas, Lad McConkey, Worthy, Hmm. Odunze, etc. C'était vraiment très, 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 très riche. Donc, ça allait un petit peu moins cette année. Mais attention, il y a de la qualité. Oui, c'est vrai, on peut même aller jusqu'au début du second tour avec quasiment 8, 9 receveurs draftés dans le top 40. Et donc, oui, ça manque pas de qualité. Justement, on va y aller dans cette qualité, on va dire, avec les prospects susceptibles de partir dans le top 10. On va parler tout d'abord de Travis Hunter, le receveur de Colorado, et de Tetaoira Macmillan, le receveur de Arizona. Pour toi, entre les deux joueurs, Jean-Michel, lequel, tout simplement, est le meilleur receveur de la QB? Ah là là, ça c'est dur à dire parce que ça dépend aussi de ton besoin. Parce que les deux Hmm. joueurs, on vous en parle un petit peu, ils sont vraiment très 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 différents. Donc c'est dur à dire. Après, moi dans l'absolu, je dirais quand même Travis Hunter. Mais voilà, les deux sont bons et les deux sont très différents.
On va développer Travis Hunter si tu le veux bien, Jean-Michel. Donc, vu que c'est pour toi le meilleur receveur. Alors moi, je vais pas te mentir que Travis Hunter, il va sortir au moins dans le top 5 de la draft. Voilà, il sera au moins dans le top 5 de la draft parce qu'il a cette double casse-tête, receveur et cornerback. Mais on va parler en tant que receveur, Jean-Michel, parce que l'année dernière, 96 réceptions, 1258 yards, 15 touchdowns, meilleur joueur universitaire, Heisman Trophy et de nombreux trophées, dont le titre de meilleur receveur en termes de récompenses individuelles. Travis Hunter, pour ceux qui ne connaissent pas tout simplement le receveur du Buffalo, pourquoi est-il considéré comme un futur top 5 de la draft NFL fin avril prochain? Bon, alors déjà, c'est parce que c'est un phénomène, parce qu'il joue des deux côtés du terrain. Tu vois, tu as dit, il a été élu meilleur receveur, il a aussi été élu meilleur défenseur. Donc ça, c'est incroyable. C'est surtout pour ça, c'est ça qui fait sa grande, grande valeur, très, très rare, très, très rare. Après, aujourd'hui, on est sur le côté receveur, donc on va se fixer sur son côté receveur. Et il court de très bons tracés, il a des changements d'appui explosifs, il joue plus grand que sa taille, il a des longs bras, il a des capacités acrobatiques, j'allais dire athlétiques, mais c'est Oui. même un acrobate. C'est incroyable de voir comment il se contorsionne pour attraper les ballons. Voilà, c'est un receveur qui est peut-être un petit peu léger, mais qui est très vif, les bons tracés, tout ça. Et du coup, parce que c'est un petit peu le mantra qu'on a choisi pour notre podcast, vous donnez une comparaison Hmm. NFL pour chaque joueur. Alors, comparaison n'est pas raison, bien entendu, mais c'est pour vous donner une image, une idée. Et moi, il me fait penser à Garrett Wilson, le receveur des Jets. Garrett Wilson, donc, eh ben, un receveur qui a produit en université et qui produit aujourd'hui aux Jets. Qu'est-ce que tu vois de similaire chez Travis Hunter par rapport donc à Garrett Wilson? Tu as parlé des tracés, tu as parlé de son côté spectaculaire. Qu'est-ce que tu vois d'autre en lui? Ah ben c'est ça essentiellement, c'est-à-dire courir les bons Mhm. tracés et de façon explosive. C'est-à-dire un joueur qui est capable de créer de la séparation avec des changements d'appui très vifs. Il peut se rediriger vers l'axe du terrain ou au contraire attaquer vers l'extérieur. Des bonnes mains, il comprend bien les lignes de passe. Ben, lui encore plus parce qu'il joue aussi cornerback, donc il les comprend également du côté défensif du ballon. Donc il sait là aussi comment positionner son corps, il sait ce qui embête un cornerback, etc. Puisqu'il joue aussi cornerback. Donc oui, c'est là-dessus que je vois vraiment une similitude, des similarités, on va dire, avec Garrett Wilson. Mais un truc de fou, tu vois, juste un petit mot avant de te redonner la Ouais. parole, c'est que, donc effectivement, il joue aussi cornerback, et d'ailleurs, vous pouvez le voir sur la photo de couverture qu'on a choisie pour cet article, eh ben, il est au marquage. Et il est au marquage de Macmillan. Donc voilà, c'est incroyable. Il joue receveur, il joue cornerback. C'est un fou, ce gars, c'est un fou. Ouais, il a joué plus de 1000 snaps hein, dans la saison universitaire. C'est ce qui est quand même assez incroyable hein, pour un joueur de déjà NCAA en troisième année. On ne fait pas 1000 snaps normalement en université, ce qui est ça tu me diras pas le contraire, Jean-Michel, hein, sur ce coup-là. Travis Hunter, là il va rentrer en NFL, on le connaît déjà, donc quasiment dans la NFL. Euh, Tu as dit qu'il était léger. Qu'est-ce qu'il a d'autre comme défaut, Travis Hunter, pour la NFL qui va le regarder tous les dimanches en 2025? Bah, moi, je pense c'est que c'est très très fort de jouer des deux côtés du ballon. Mais Hmm. forcément, que ce soit à l'entraînement ou que ce soit en match, vu que tu joues aussi cornerback, ben, tu manques un peu de répétition en tant que receveur. Donc Mhm. forcément, quand il va arriver en NFL, déjà pour s'adapter à une hausse de niveau, ensuite pour s'adapter, développer des automatismes avec son quarterback. Forcément, il aura des temps de jeu, c'est pas ce que je veux dire, mais il en manquera puisqu'il jouera aussi de l'autre côté du ballon. Et bon, il peut pas non plus tout faire en même temps. Donc, moi, je pense que c'est ça sa vraie limite. Ah bah on verra bien. Donc l'équipe qui va le drafter va prendre une décision peut-être pour la première année. Est-ce qu'il jouera donc à plein temps cornerback? Est-ce qu'il jouera à plein temps receveur? C'est tout le débat qu'on aura. On le fera pas ici. On le fera probablement en live lors du premier tour de la draft lorsqu'il sera sélectionné. Parce que oui, il sera sélectionné sauf grosse blessure voilà au premier tour. Et forcément c'est un joueur qu'on attend avec impatience en NFL. Et donc le deuxième, on en a parlé en introduction, c'est le receveur d'Arizona, Tetaera Macmillan, pardon, dit TT Macmillan ou T-Mac, voilà, comme vous voulez, puisque son prénom est compliqué à prononcer, comme vous avez pu l'entendre il y a quelques secondes. Euh, 84 réceptions, 1319 yards, 8 touchdowns en 2024, 26 touchdowns en 3 ans pour le receveur d'Arizona.
avec un quarterback moyen, Tetaian McMillan a fait des choses impressionnantes, Jean-Michel, durant sa carrière universitaire. Oui, oui, d'ailleurs, ce quarterback qui s'appelle Noah Fifita, c'est la raison pour laquelle Macmillan a décidé de rejoindre l'Arizona. Au départ, il devait aller à Mhm. Oregon, bref, je vous passe les détails du recrutement. Mais Mhm. comme il est hawaïen d'origine et que Fifita aussi, et qu'ils se connaissent et qu'ils s'entendent très bien, c'est pour ça qu'il a rejoint Arizona. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Comme tu viens de le dire, ils viennent de faire trois bonnes saisons. Trois. Mhm. Déjà, la première, il était bon. Et là, il en a fait deux qui sont très, très bonnes. Donc, déjà, voilà, il te propose ça. Un joueur très régulier. C'est pas une sensation d'une année comme ça, qui, un Et peu à la ouais. Xavier Leggett l'année dernière, qui avait fait qu'une seule vraiment bonne saison. Lui, il sort déjà de deux super saisons. Et même la première, elle était pas mal. Déjà, il t'apporte ça, la régularité. Mhm. Oui, 3 423 yards à la réception en carrière, ce qui est énorme déjà. Euh, Tatum McMillan, là, dans les rapports, là, en ce moment, il est un peu en train de chuter. On le voit parfois dans le top 10 et on le voit parfois en dehors du top 20. C'est ce que disait le spécialiste de la draft pour la NFL, Daniel Jeremiah. Alors pourquoi cette descente dans les rapports et pourquoi parfois on le considère comme peut-être le meilleur receveur de cette QV? Pourquoi cette différence? Ben, déjà, au niveau de ses défauts, il est ni rapide ni vif. Voilà. Donc, il Hmm. est pas rapide, c'est pas un joueur pour attaquer la profondeur. Il est pas super vif non plus. Donc, à l'intérieur du terrain, ben, c'est un peu plus compliqué. Et voilà. Donc, quand il est marqué en homme à homme, il parvient pas assez souvent à créer de la séparation. C'est pour ça que quelque part, c'est pas non plus un receveur idéal. Tu vois, on fait beaucoup, enfin Hmm. beaucoup. On peut faire des comparaisons avec son gabarit, avec Mike Evans par exemple. Mais Mike Evans, c'est quand même un peu plus vif, un peu plus, même Un peu plus rapide, je costaud pense, dans ses aussi, hein. mouvements. Hmm. Oh, le gabarit, je pense pas que ce soit vraiment à ce niveau-là que ça se joue. C'est plus sur la vivacité. Hmm. Macmillan, Mhm. c'est plus un Drake London, voilà, d'Atlanta. Ouais. Donc déjà un bon Hmm. receveur. Mais je veux dire, voilà, un joueur qui s'impose parce que il est grand, parce qu'en plus il a une bonne détente. C'était un très bon joueur de volleyball au lycée, parce qu'il Ouais. s'impose dans les catchs contestés. Mais c'est pas le receveur numéro un qui va te faire de la séparation tout le temps et échapper au marquage. Donc c'est pour ça que je peux comprendre que pour certaines franchises, ils se disent, c'est pas un top 10. Alors c'est un premier tour, ça c'est sûr, de tout ce qu'il a Hmm. montré, de tout ce qu'il peut apporter. Mais s'il n'est pas pris dans le top 10, je serais pas choqué non plus. Hmm. 1,93 m pour 110 kilos. Bon, le prototype, en tout cas, en termes de taille, il est là, hein, on va pas se mentir le concernant. Mais je te rejoins sur les défauts. Il manque clairement de vitesse. Ce n'est pas un Tyreek Hill. Ce sera même jamais un Tyreek Hill. Par contre, effectivement, dans la comparaison, je te rejoins sur Drake London. Parce que avant, moi, j'avais Mike Evans. Effectivement. Mais après plusieurs visionnage vidéo, c'est vrai qu'il peut ressembler plus à un Drake London qu'un autre receveur. Mais après, Drake London, il fait une bonne carrière. En ce moment, Et, Jean-Michel, du côté de et Florida. Ouais. tu vois, moi je me Mm, souviens très bien de la draft de Drake London, je m'en souviens très mm, bien. Le défaut qu'on lui reprochait, c'était justement de pas assez souvent créer de séparation. On se disait, c'est pas possible, en NFL, il n'y arrivera pas parce que ça passe à l'université, même si c'était une bonne conférence, mais en mm. NFL, ça passera pas, il crée pas assez de séparation. Eh ben, c'est le même reproche qu'on fait à Macmillan. Et comme tu le dis, ben, finalement, Drake London, la façon dont il l'utilisait, ben, il fait même plutôt une très bonne carrière, hein. C'est un bon choix de Ah draft, il n'y a oui. pas de problème. Et Mm, Macmillan, c'est le même profil, c'est-à-dire que c'était le deuxième receveur en réussite sur les quatre contestés en 2023 et en mhm. 2024. Voilà, Ah, il est oui. grand, il est costaud, il a une bonne détente, tu le mets un peu à l'extérieur, tu lances un ballon, même si c'est pas séparé de son défenseur, que le défenseur lui colle un peu au basque, eh ben, il se Mm. détend, il capte le ballon et puis ça fait une première tentative. Donc ben, rien que ça, déjà, c'est précieux et c'est un peu à l'image d'un Drake London. Je vais te faire une confidence. Moi, ça reste mon receveur numéro un. Teta McMillan. Encore même meilleur pour moi que Travis Hunter au poste de receveur, évidemment. En termes de talent, je pense que Travis Hunter est peut-être devant, mais au poste de receveur, dans le domaine de la réception, je pense que McMillan, pour moi, est un peu au-dessus. Jean-Michel, on va passer à une deuxième catégorie, dit bah, des joueurs très solides hein, au premier tour, parce que ce sont des joueurs qui, pour l'un, est en train de monter dans les rapports, et pour l'autre, qui, on va dire, est stable. On va dire, c'est toujours un premier tour. Parfois, on le voit au second tour, mais bon, pour moi.
Enfin, en tout cas, moi, mon opinion personnelle, ça reste un premier tour. On va commencer par celui qui monte dans les rapports. C'est le receveur de Texas, Jean-Michel, Matthew Golden, qui a réalisé une saison 2024 assez impressionnante. 58 réceptions, 987 yards, 9 touchdowns. Il a cette particularité, pardon, d'être clutch dans les gros matchs. Alors, est-ce que pour toi, c'est le troisième homme derrière les deux, ou alors c'est un autre pour toi qui est le troisième homme à ce poste de receveur? Non, pour moi, le troisième, c'est celui dont on va parler tout à l'heure, mais il est pas loin. On peut même dire 3A, 3B s'il faut, mais pour Mhm. moi, il est un petit peu derrière. Mais Matthew Golden, voilà, en fait, c'est l'inverse de Macmillan. Tu vois, ce que je disais tout à l'heure, c'était lui, Golden, il Mhm. est rapide et il est Mhm. vif, les deux. C'est-à-dire qu'il est Ouais. rapide, il peut attaquer la profondeur et il est vif aussi pour échapper au trafic dans l'axe du terrain, le fameux slot. Voilà, quand il faut changer d'appui soudainement, il y a beaucoup de monde qui est là, il y a des linebackers, des safety, tout ça. Il n'y a pas de problème, il change d'appui, il a le ballon en main et il gagne des yards après la réception. Il a les deux et il peut attaquer aussi la profondeur. Donc, oui, c'est une belle arme tout de même, hein. Après, est-ce que être rapide, c'est gage d'une belle carrière en NFL? Il y a eu des prospects qui ont brillé, il y en a d'autres qui n'ont pas forcément brillé. Mais en tout cas, en ce qui concerne Matthew Golden, il est très clutch dans les gros matchs, ça s'est vu. Et parfois, il peut s'effacer. Il a cette nonchalance parfois dans les tracés qui peut être comment dire, assez frustrant pour un quarterback. Donc, de ce point de vue-là, Matthew Golden, justement, Jean-Michel, est-ce que il sera un receveur numéro un une année en NFL ou est-ce que ça restera, son potentiel, ça restera un receveur numéro 2? Ouais, c'est toujours possible qu'il devienne un numéro un, mais là, pour l'instant, moi, je le vois plus comme un numéro 2. Ce type de joueur, voilà, qui t'apporte de la vitesse. Tu vois, par exemple, quand tu dis que la vitesse n'est pas gage de réussite en NFL, je veux bien, mais on parle pas seulement d'un joueur rapide. On parle aussi d'un joueur vif. Voilà, et les deux Ouais. sont différents. Mm. Il a Ouais. les deux types de vitesse. Et donc, du Mm. coup, c'est pas juste de faire de la ligne droite. Non, il Mm. peut aussi, dans l'axe du terrain ou même à l'extérieur, pour se démarquer, tac, tac, il fait une feinte, il revient vers le quarterback, et hop, il repart. Il est très, très vif et du coup, voilà. Et il le fait de façon très soudaine. Donc, d'ores et déjà, pour moi, ça peut être un très bon numéro 2. Si, ben, allez, on va prendre une image. Ouais, Admettons, vas-y. ton Ouais. numéro un c'est Macmillan. Donc, le type de Mhm. receveur, grand, costaud, receveur de possession qui fait Le ressort en bouger les chaînes. possession, voilà. Voilà, catch Mhm. contesté, etc. Et à côté de lui, numéro 2, tu as un Golden qui, lui, Le tu vas t'en ressort en servir profondeur. davantage pour Mm. attaquer soit la profondeur ou soit pour gagner des yards à l'intérieur du terrain après réception. Donc c'est un bon complément. Pour moi, c'est un bon numéro 2. Tu vois, pour Mm. moi, la comparaison NFL que je vois, pour vous donner une image, toujours, c'est pas parfait, mais c'est Chris Olave. Voilà, Chris Olave, malheureusement, les blessures avec les scènes, c'est dommage, il n'a pas encore montré tout son potentiel, mais c'est Chris Olave, c'est-à-dire un receveur qui est à la fois rapide et vif, et du coup qui peut jouer à l'extérieur, à l'intérieur, et t'apporter un petit gain comme ça de vitesse quand on a besoin. Ah bah tiens, tu sais quoi? Parce que Chris Olave, pas du tout. J'aurais pas dit cette comparaison, figure-toi, pour Matthew Golden. Mais par contre, le problème, c'est que j'ai pas trouvé en NFL un équivalent. C'est-à-dire, en fait, quelqu'un de rapide, de vif en NFL pour créer de la séparation. Mais parfois aussi d'avoir cette attitude un peu nonchalante, tu vois. J'aurais peut-être pensé au jeune Stephen Diggs, par exemple, parce que là, en l'occurrence, là, il est un peu vieux, donc là, il a plus trop de vitesse. Mais voilà, j'aurais fait aussi cette comparaison. Mais Chris Olave, je te suis sur la partie séparation, notamment. Mais par contre, sur la partie vitesse, là, peut-être que Bah, là, Chris Olave était très on est un rapide, peu. hein. Bah, si tu regardes les Ouais. deux temps du Ah combine ouais? de Ah Olave et d'accord. de Golden, ah ouais. Ah, c'est De tête, similaire? hein. Ok, d'accord. Ah ouais. J'ai pas vérifié Ouais, pour Olave, mais je suis sûr. d'accord. Vérifiez, les Ok. amis. Ouais, Et ouais, c'est vraiment, vérifier, c'est effectivement. similaire. Bah écoute, mon poteau, je viens de checker là vite fait pendant que tu parlais. Eh ben voilà, Chris Olave c'était 4,26 sur le 40 yards et Matthew Golden Ah c'est ouais. 4,29. Donc tu Ah vois, ouais, ah, ok. voilà. Donc D'accord. Ah, après il a je fait dis moins que. voilà, Ok, d'accord. Ouais. ouais. Mais je dis Ah pas oui, que ma d'accord. comparaison est Ok. parfaite, c'est pas du tout la question. Ouais, Mais les non. deux, je trouve qu'ils ont de la vitesse, de la vivacité. Donc du coup, ben voilà, c'est pour Ouais. ça que je prenais cette comparaison. Le troisième homme pour toi, donc Jean-Michel, on pouvait pas faire un podcast receveur sans parler d'un receveur d'Ohio State, hein. Après Jackson Smith et Jigba, après Marvin Harrison Jr., la nouvelle merveille d'Ohio State s'appelle Emeka
Egbuka, recrue 5 étoiles, dans le top 10 des meilleures recrues lycéennes. Emeka Egbuka, il a fait le pari de retourner en université. Force est de constater, Jean-Michel, que c'est un pari plutôt gagnant. Oui, 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 gagnant. Gagnant parce qu'il a montré sa régularité. Pourtant, au niveau du quarterback, c'était pas toujours ça, Hmm. etc. Mais il a montré sa régularité parce que c'est dangereux. Tu reviens, il avait déjà une bonne cote. Tu reviens à l'université et en fait, il fait exactement le même type de saison. On peut pas dire qu'il est éclaté davantage, mais il a pas du Mhm. tout reculé. Donc oui, pour moi, il a bien fait de retourner à l'université au Ohio State. En plus, tu vois, depuis tout à l'heure dans les comparaisons, Ouais. ben, on a mentionné aussi Chris Olave, Garrett Wilson, deux anciens Mhm. d'Ohio State. Exactement. Et dire qu'on n'a même pas mentionné encore un receveur de LSU qui fait, qui fait aussi partie des meilleures universités à ce poste. Emeka Egbuka, donc champion national. C'est pour ça aussi que c'est un pari gagnant, donc avec Ohio State. 81 réceptions, 1011 yards, dites Jean 2024. Pourquoi pour toi d'ailleurs, c'est le troisième homme derrière donc Travis Hunter et Tataoira Macmillan? Parce que pour moi, il est très très fort pour créer de la séparation. Tu vois, on en parle tout à l'heure d'arriver à se séparer du marquage du défenseur. Et il est très très fort. Il est pas fort parce qu'il est hyper rapide. C'est pas le plus rapide du lot, non. Alors, Ah il est non? pas lent, attention les amis. Mais si on parle vitesse pure, ben justement, c'est pas Golden, c'est pas Olave, etc. Il est moins rapide que ça. Mais il est tellement précis dans les tracés qu'il prend. Il est tellement précis. C'est chirurgical ce qu'il fait. C'est beau, Mm, c'est propre, c'est net. Et donc, du coup, il arrive toujours à se rendre disponible. Et en plus, il peut jouer dans le slot, c'est-à-dire à l'intérieur. Il peut le faire mm. aussi à l'extérieur, par séquence. Il a des mains très très fiables, donc il a vraiment le package complet. Pour moi, tu vois, si je prends une comparaison, pour moi, c'est un Cooper Cup. Voilà, le Mm. mec qui athlétiquement, c'est pas le receveur le plus explosif, mais tellement beau, tellement propre dans ses tracés, des bonnes mains, etc., que du coup, il est toujours démarqué et il te fait des Mm. jeux, des jeux, des jeux. Et alors, on a préparé ce podcast en amont. Tu m'avais annoncé une première comparaison avec un autre receveur d'Ohio State, et c'est sur ce point-là que je vais aussi te suivre. Pour moi, c'est Terry McLaurin comme comparaison, parce que c'est vrai que les tracés, c'est très fluide. Il a très peu de drop, on va dire, de ballons relâchés. Il a vraiment des mains assez sûres. C'est pour ça que c'est devenu, au fil des années, presque un receveur numéro un. Il était barré par Smith Njigba, ensuite par Marvin Harrison Jr. Et puis donc là, il est devenu un receveur numéro un, puis champion universitaire. Donc comme quoi, quand vous avez Meka Egbuka, Jean-Michel, c'est la gage d'avoir peut-être du succès garanti, peut-être en NFL, non? Oui, oui, exactement. Tu vois, j'ai changé ma comparaison parce que McLaurin, il a quand Mhm. même un petit peu plus de vitesse. Et puis Mhm. McLaurin, il joue quand même énormément à l'extérieur. Alors queEboka, il peut jouer à l'extérieur, mais il est aussi beaucoup utilisé dans le slot. Et je pense qu'à ses débuts en NFL, ce sera surtout au numéro 2 utilisé dans le slot et de temps en temps à l'extérieur. Donc c'est pour ça que je pensais plus à un Cooper Cup. Voilà, il n'y a pas la même Mhm. vitesse. Et puis c'est cette Mhm. polyvalence extérieur-intérieur. Mais oui, oui, tu prends un Emeka Egbuka, a priori, tu peux pas te tromper, c'est pas possible. Il a trop Mhm. prouvé au plus haut niveau universitaire, régulier, tout ce qu'il faut, les tracés, les mains, tout. Ah, tu te trompes pas avec ce joueur-là. Et en plus, sans négliger le potentiel. Il peut amener une équipe euh, qui est quasiment prétendante au titre vers les sommets. Donc, clairement, avec Emeka Egbuka, et là, je te rejoins, c'est une valeur sûre au poste de receveur. Tout d'abord, un receveur numéro 2, probable receveur numéro un dans quelques années, si jamais bah, les receveurs que vous avez dans votre équipe NFL commencent à devenir un petit peu vieux, c'est-à-dire aux alentours de la trentaine, voilà, où on n'est plus forcément performant. Jean-Michel, on va parler désormais de nos paris, de nos prises malines, comme on dit dans cette draft NFL à ce poste de receveur. Il y en a souvent des prises malines. Je parle pas, par exemple, de Puka Nacua, notamment, voire même de Stephen Diggs par le passé. Pour toi, le receveur dont tu vas parler, c'est un joueur qui nous vient d'Iowa State. Il s'appelle Jaden Higgins.
Oui, Jaden Higgins, alors prise maline, il faudra pas attendre trop tard, hein, je veux dire, on n'est pas Mhm. en train de vous parler d'un joueur du cinquième tour qui va tout casser. Non, non, il sera pris bien plus tôt. Moi, je pense qu'il sort pas du top 50 et voilà, dans un range entre 30 et 50 vers là. Donc, il sera pris Mhm. assez tôt, je pense. D'ailleurs, celui dont tu vas parler aussi, je pense. Donc, Ah ouais, Jaden Higgins, ouais, ouais, je ouais, pense. ouais. Jaden Higgins, donc voilà, ben lui un peu comme Macmillan, il est très grand, il est très costaud, il a des mains très fiables, il a un pourcentage de drop incroyable, je crois que c'est moins de 2%, quelque chose Oui, comme c'est ça. 1,9% pour être précis. Bah ben C'est voilà, tu incroyable. vois. A priori, qu'est-ce qu'on demande à un receveur? Ben, d'attraper le ballon. Eh ben, lui, il te l'attrape. Donc voilà. Et ouais. Et y Mm. compris dans les cas contestés. Parce que c'est précieux aussi, ce type de receveur. Quand il y a du marquage, il y a un joueur sur lui, ben, il arrive quand même à s'imposer, à attraper le ballon. Quand tu es près de la zone d'embut et que tu dois lancer, ben, hop, il attrape et il y a touchdown. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui se sert très bien de son corps, qui sait très bien le placer. Et il joue bien des épaules. Il a des très, très bonnes Mm. mains. Et du coup, il fait des différences. Mais alors, avec tout ce que tu viens de dire, pourquoi c'est un joueur du deuxième, troisième tour, comme on dit, et par rapport aux quatre premiers qu'on vient d'évoquer, qu'est-ce qui lui manque donc pour aller plus haut? Pour moi, c'est deuxième tour, hein, mais bon, après, on verra bien, hein, de toute façon. Mais Ouais. qu'est-ce qui lui manque pour aller plus haut? Ben, c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus vif, Mm. tu vois. Donc, quand il y a un petit peu ce type de modèle de receveur, ben, il faut vraiment être exceptionnel. Et quelque part, tu vois, Jaden Higgins, c'est un peu un TT Macmillan, mais un petit peu moins fort. Voilà. TT Macmillan, c'est pour ça qu'il glisse un peu au premier tour, mais il sortira pas du premier tour parce que dans ce qu'il fait, il le fait de façon, alors exceptionnel, le mot est fort, on va attendre qu'il mette un pied à NFL, mais il paraît pouvoir devenir un receveur vraiment de top niveau. Jaden Higgins, il a beaucoup de potentiel. Pour l'instant, il paraît devenir un très bon numéro 3 et pourquoi pas un solide numéro 2. Après, on verra le Mm. développement. Mais voilà, quelque part, c'est un petit peu les mêmes profils, il y a des similitudes entre les deux, mais Higgins, il est quand même en dessous et c'est pour ça que pour moi, il ne sera pas au premier tour. Mais pas très loin. Ouais. Pas très loin. Pas très loin. Et donc, moi, on parlait de comparaison en effet, parce que c'est aussi notre accroche de notre podcast. Moi, j'avais une comparaison pour toi, et je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi. Moi, j'ai pensé à Mike Williams pour Jaden Higgins, parce qu'il est grand, il est assez costaud, on va dire. Il a des mains, comme tu l'as dit, très précieux. Mike Williams, dans ses premières années en NFL, quand il a été drafté, c'était ça aussi qu'on avait mentionné, c'est-à-dire des mains très sûres, et en plus, il est grand. Est-ce que pour toi, c'est la comparaison que tu ferais? Alors moi j'en avais une autre, mais oui, celle-là elle me convient aussi, puisque de toute façon après les comparaisons on Mm. peut en prendre plusieurs, hein. Je veux dire le joueur Mm. est unique, évidemment. Moi Ouais. je pensais à un Courtland Sutton. Parce Mm. que Sutton à Denver, il est surtout utilisé à l'extérieur comme Higgins. Sutton, c'est pas du tout un receveur qui va te faire de la séparation, des yards après réception, etc. Non, Sutton, c'est le super receveur de possession aligné à l'extérieur. Tu lances le ballon à 15 yards, il attrape et puis voilà, tu as une première tentative. Ben, Jaden Higgins, c'est le même style. Sutton, il arrive à NFL, il est plus prévu pour être un numéro 2. Puis bon, ben, finalement, il s'est imposé comme numéro 1. Donc Higgins, il pourra sans doute le faire aussi. Mais c'est un peu ce type-là de joueur qui manque un peu de vitesse, mais en même temps qui sait s'imposer avec une superbe envergure et son jeu de corps. Moi, je pensais à Sutton, mais si tu me dis Mike Williams, Non. il n'y a pas de souci, hein. Eh ben, très bien. De toute façon, Courtland Sutton, ça est un très très bon receveur. Et avec Jaden Higgins, c'est peut-être un peu quand même le cas avec Buka. Vous n'allez pas vous tromper. Il faut toujours un receveur en NFL pour compléter l'effectif, voire même pour être une nouvelle menace aérienne, offensive. Et je pense que vous n'allez pas vous tromper en le sélectionnant. Pour lui aussi, je pense, hein, vous n'allez pas vous tromper en le sélectionnant. Euh, Ce joueur, il vient d'une fac où un quarterback NFL est titulaire aujourd'hui. Le quarterback titulaire, c'est Jordan Love. Il nous vient donc de Utah State. Et il s'agit de Jalen Royal. C'est pour moi, c'est mon chouchou parce que déjà en termes statistiques, il est très performant, Jean-Michel. Il a fait déjà que 7 matchs. Il a manqué la fin de saison pour cause d'une blessure au pied. 55 réceptions, 834 yards, 6 touchdowns. Voilà, donc il a déjà presque 1000 yards alors qu'il n'a joué que 7 matchs. Pour moi, je trouve que c'est un joueur instinctif. C'est un joueur qui a de très très bons instincts lorsqu'il va courir un tracé. Il est très coordonné dans ses tracés, très très fluide et il a de très très bonnes mains. Il a de très très bonnes mains et il me faisait penser à un Traylon Burks universitaire. Voilà, parce qu'il est petit,
assez costaud. Il n'a pas forcément une grosse accélération. Je te vois être étonné pour la comparaison avec Traylon Burks. Je sais pas ce que tu en penses, mais Jalen Royals, qu'est-ce que tu penses de ce profil? Oui, oui, non, moi, la comparaison, c'est juste au niveau de la taille. Dans mon souvenir, Trey Lambert, c'est quand même plus grand, tu vois. Mais il n'y a Hmm. pas de souci. Moi, si on parle de gabarit, par exemple, tu vois, Jalen Royals, il est pas très grand, mais il est bien bâti. Il est un peu Hmm. trapu. C'est pas le plus vif, mais il est très intelligent dans ses angles qu'il a pour gagner du terrain après réception. Et du coup, il me faisait plus penser à un Amon-Ra St. Brown, par exemple. Voilà. Ah Alors, ouais. je dis pas qu'il va devenir aussi bon que lui, parce qu'Amon-Ra St. Brown, c'est vraiment un démon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de gabarit, ça, pour moi, ça matche plus qu'avec Treylon Burks. Et c'est un peu ce style-là de jeu, c'est-à-dire qu'il va attaquer l'intérieur, même sur une petite passe, une passe écran, et il va te gagner 5, 6, 7 yards après la réception. Il est capable de faire beaucoup de dégâts de différentes façons, et c'est pour ça qu'il me faisait plus penser aux joueurs de Détroit. Pour moi aussi, c'est un très bon joueur, ce Jalen Hmm. Royals. Alors après, évidemment, l'opposition, parce que Utah State, ça rencontre pas les meilleures facultés, donc pas les meilleurs adversaires. Mais c'est un très très bon joueur. Et comme tu l'as dit, une blessure au pied a stoppé sa saison en 2024. Mais on l'a vu au Senior Bowl. Et on a Hmm. vu qu'il était revenu en pleine forme. Et Donc ouais. Hmm. du coup pour lui aussi, comme pour Higgins, il faudra pas attendre très longtemps. C'est pas Hmm. un vrai sleeper, c'est pas un quatrième, un cinquième tour. C'est vraiment un joueur deuxième tour. Non, vraiment, ce qu'on appelle vraiment les bons paris, les bonnes prises à prendre au deuxième tour. Par exemple, l'an dernier, il y a eu Ladd McConkey hein, comme bon receveur au deuxième tour appelé. Il y en a eu d'autres. Bah, tu mentionnais Amon Saint Brown. Amon Saint Brown, c'est vrai que c'était ça un peu le gros défaut, c'était un peu la taille et un physique léger. Il a été pris qu'au quatrième tour. Et la preuve, c'est que c'est devenu un receveur numéro un aujourd'hui avec les Lions de Détroit. Donc, clairement, Jalen Royals, étudiez bien le profil pour ceux qui ne connaissent pas, parce que clairement, c'est un joueur dont on va parler probablement lors du direct. Et s'il n'est pas pris avant, ça veut dire qu'il y a peut-être eu quelques red flags, comme on dit, chez certaines équipes NFL, dont cette blessure au pied peut-être, et peut-être que bah, voilà, il va peut-être glisser au quatrième tour et peut-être que l'équipe NFL qu'il aura va avoir quelqu'un qui va peut-être se transformer en un très bon receveur numéro 2, voire numéro un. Jean-Michel, on a fait le tour sur les receveurs. On va passer à la deuxième partie sur les tight. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Et on y va du côté des Tayens avec ce premier tour. Ce premier tour où il y a deux Tayens qui se détachent. Voilà, deux Tayens monstrueux dans leur style. Voilà, un style puissant pour l'un, un style un peu plus fluide pour l'autre. On va faire tout simplement la question bah, un peu bateau, Jean-Michel, concernant les deux joueurs. Donc Tyler Warren de Penn State et Colston Loveland de Michigan. Lequel est le meilleur tie tout simplement de la QV? Bah, c'est dur à dire, hein. Franchement, quand tu regardes toutes les mock drafts, Tyler Warren est toujours placé avant. Mais en fait, ce sont deux profils différents. On va en parler. Et donc, du coup, tu peux très bien en préférer un par rapport à l'autre. Donc, Hmm. quel est le meilleur tight end? Si tu me demandes ma préférence, je vais prendre Tyler Warren Hmm. parce qu'il est incroyable. On va en parler. Ouais. Mais c'est pas si. Ah, les deux sont proches. Voilà, j'y arrive. Les deux sont proches, effectivement, et on va parler de Tyler Warren parce que 2024, c'est l'année de Tyler Warren, Jean-Michel. L'année de Tyler Warren. Meilleur taille universitaire. 104 réceptions, 1233 yards, 8 touchdowns. Et c'est pas tout. Il a lancé un touchdown.
Il a même mis 4 touchdowns à la course. Et ça, c'est en 2024. Voilà. Et pour vous dire, dans sa carrière universitaire, il a fait 5 ans à l'université. Il a fait 153 réceptions, 1839 yards et 19 touchdowns. Donc ça, c'est en tout en carrière. Donc ça veut tout dire de la progression de Tyler Warren dans cette saison 2024. Jean-Michel, Tyler Warren. Euh, on cherche souvent le nouveau tie-in générationnel, hein, les nouveaux Travis Kelce, les nouveaux George Kittle. Euh, on le compare à qui, Tyler Warren? Est-ce qu'on compare à George Kittle, Mark Andrews, Travis Kelce parmi les trentenaires en tant que tie-in? Ah ben moi je pense George Kittle, quand tu le vois c'est George Kittle parce que en termes de gabarit c'est quasiment la même chose, en termes de jeu complet, alors lui Warren il a carrément placé la barre encore plus haut mais je veux dire Kittle c'est un tel monstre que voilà, ce que je veux Hmm. dire par complet c'est que Kittle il est très fort en réception, il est très bon en bloc aussi et en fait ces 3 premières années à Penn State il a surtout été utilisé comme bloqueur. Faut dire que ces dernières années, à Penn State, il y avait des Titans, il y avait Theo Johnson, il y avait Brenton Strange, etc. Hmm. Lui, il était utilisé comme bloqueur. C'est pour ça Hmm. aussi la comparaison avec Kittel, c'est qu'il a appris à bloquer. C'est vraiment à sa 4e saison qu'il a commencé à avoir plus d'opportunités dans le jeu aérien. Et lors de sa 5e saison, en 2024, là, il a tout fracassé, etc. Mais il a une grosse expérience de bloqueur. Donc, du coup, c'est pour ça que gabarit et puis complet, réception, bloc, bah, il me fait penser à George Kittle. Oh là là. Et avec ça, si on prend Tyler Warren, c'est la révolution, hein, Jean-Michel. Hein. Si tu vends un joueur comme ça, il faut le drafter dans le top 5 de la draft ou voire même dans le top 10. Pourquoi alors il est pas projeté dans ce rang-là, dans les mock drafts NFL? Est-ce que c'est la position qui le dessert? Oui, je pense que c'est la position, parce que forcément, les staffs ont été un peu échaudés, tu vois. On pourrait Mhm. penser à un TJ Hawkinson, il y a quelques années, qui offrait ce même Mhm. profil. Titan, on se disait, waouh, réception, bloc, il sait tout faire, incroyable. Il a été pris, je sais plus, mais dans le top 15 en tout Huitième. cas. Huitième. Ben voilà, tu vois, dans le top Ouais. 10 carrément. Mhm. Et bon, il fait une bonne carrière, il n'y a pas de problème avec Minnesota, Oui. mais il fait pas une carrière de top 10. Donc c'est peut-être pour Ah ça non. aussi qu'il glisse. Mhm. Après, si je me recentre sur le joueur Tyler Warren, ben c'est pas le Ouais. plus explosif non plus. Déjà, Mhm. Déjà, il est moins explosif que Loveland dont on va parler. Après, il manque un peu d'expérience. Comme je l'ai dit, pendant 3 saisons, il a joué quasiment exclusivement comme bloqueur. Donc forcément, il doit progresser encore dans ses tracés. Et puis il a un tel gabarit. Et comme c'est pas le plus explosif du monde, que forcément, il est moins difficile à agripper pour un défenseur. Parce qu'il a une telle masse musculaire et c'est pas le plus vif que ben, le défenseur arrive à un moment donné à l'attraper et à l'arrêter. Donc, du coup, ben, forcément, premier tour, oui, évidemment, sans doute top 20, vu les besoins des équipes. Tu vois, 14 Oui. Indianapolis, 20 Broncos. Donc, Broncos. top Mhm. 20 a priori. Mais voilà, top 10, je pense pas non plus. Oui, c'est le défaut que j'ai noté, Taïwan, la séparation en tant que Taïen. Effectivement, il est toujours collé au défenseur, comme tu as dit, c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus, enfin pas le plus athlétique, mais le plus vif non plus des Taïens. Mais en même temps, un Taïen, est-ce qu'on lui demande d'être vif? Non, on lui demande plutôt d'attraper des ballons, on lui demande plutôt d'être un bon receveur de possession, et c'est ce qu'il est, Tyler Warren, pour les équipes NFL qui voudront le prendre. N'attendez pas quand même pour le prendre parce que là, Jean-Michel a parlé du 14, du 20, mais n'attendez pas non plus pour le prendre à Warren. Et on a peut-être un futur joueur générationnel à son poste. Est-ce que lui sera aussi un futur joueur générationnel? Peut-être pas, mais en tout cas, Colston Loveland de Michigan, c'est un joueur qui a beaucoup prouvé en université, même si l'an dernier, c'était un peu moins impressionnant, mais en même temps, Jean-Michel, c'est parce qu'il n'avait pas un bon quarterback, non? Mais c'est ça, mais en même temps, avec le mauvais, je m'excuse pour lui, hein, mais le mauvais Ouais. quarterback qu'il avait, bah, il s'en est quand même très bien sorti. Donc, Mhm. du coup, c'est pour ça que c'est un sacré joueur et qu'il est prévu au premier tour. Alors, il est très différent de Warren, on le disait en introduction. Lui, Mhm. c'est vraiment le coureur de tracé. Vraiment, il est Ah oui. surtout réputé pour ses réceptions. Il a des mains très fiables et il est très athlétique. Il crée de la séparation, bon, alors, surtout dans l'axe du terrain, mais de temps en temps, par séquence, tu peux l'aligner aussi plus vers l'extérieur. Il peut le faire. Donc, c'est vraiment un Titan pour la réception. Voilà. Donc c'est en cela qu'il est vraiment différent d'un Warren qui est très très complet. Ouais, j'ai pas mieux, effectivement, c'est la même chose. Donc c'est pas un bloqueur,
Clairement, il faut pas l'utiliser dans ces schémas, par exemple, de course. Après, il peut toujours progresser. Je pense qu'il a une très très belle marge de progression. C'est pas comme Tyler Warren. Tyler Warren, il est quand même expérimenté. Il a presque 23 ans déjà. Colston Loveland, il n'a que 21 ans. Et là où il peut progresser, c'est dans ce domaine-là, dans le domaine Il du les a même bloc. pas. Ouais, voilà. Donc, Le il les a 9 même avril, pas. il a Ouais. 21 ans. Le 9 Ah, le avril, 9 ouais. avril. Et ben voilà. Et donc, Mm. 20 ans, donc aujourd'hui, et donc dans quelques jours, bah, il aura 21 ans. Donc, c'est parfait pour prendre un prospect au premier tour. En plus, voilà, sur le potentiel. Déjà en réception, il a déjà les qualités pour. Et en plus, pour bloquer, pour le développer, ça reste une très bonne pioche. Colson Oui. Loveland, donc, ouais, vas-y. Oui, 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 mais oui. justement, on voit qu'il Ouais. est volontaire au Hmm. bloc. De toute façon, il joue à Michigan, il n'avait pas le choix. Michigan, ça court Ouais, beaucoup, que ce c'est soit vrai. Hmm. 2023 avec McCarthy, que ce soit l'année Hmm. dernière, ça court beaucoup. Donc, il y Hmm. va, il est volontaire, mais on voit que Hmm. c'est pas le meilleur. Et puis, en même temps, il est un peu desservi par son physique. Attention, c'est pas un joueur frêle, mais quelque part, il Non. est un peu longiligne, il est pas trapu. Pensez à un Dallas Goedert, par exemple, des Eagles, qui Hmm. d'ailleurs a su se développer comme un bon bloqueur. Ben, Loveland, voilà, c'est à ce niveau-là. Et donc, quand on le voit en situation de bloc, alors quand il faut décrocher pour un jeu de course, il s'en sort plutôt bien, mais pas toujours. Et puis en Hmm. protection, il faut pas qu'il ait un edge en face de lui. Il faut plus qu'il soit là à marquer le blitz d'un safety, il peut Hmm. s'en sortir. Mais sinon, il a du problème encore. Donc, du travail à faire pour le bloc. Mais Il- oui, il a quand même du hmm. potentiel dans ce domaine. Alors moi, il me fait penser un peu à Evan Engram dans la partie réception. Vraiment dans la partie réception, c'est vraiment Ouais, ça. ouais. C'était pas un grand bloqueur non plus, Evan Engram. Donc en tout cas, dans la comparaison que je fais aujourd'hui, c'est Evan Engram. Et peut-être pour plus tard, justement, il deviendra probablement peut-être un Dallas Goedert s'il se développe vraiment musculairement en tant un très très bon taille numéro Et un. Mais techniquement. ouais, Mm. et techniquement, exactement. Et techniquement, et donc Colston Loveland, on a quand même un Tyrant déjà très complet. Et il lui manque plus que cet aspect vraiment bloc, voilà, pour qu'il soit vraiment un Tyrant numéro un en NFL. On va parler de nos petits paris pour terminer ce podcast, Jean-Michel, sur les Tyrants. Le premier dont on va parler, Jean-Michel, c'est un joueur de LSU. Bah ouais, on n'a pas Ah. mentionné un joueur de LSU en tant que wide receiver. Eh ben, on va le mentionner en tant que tight end. Oui, Mason Taylor. Mason Taylor, c'est un joueur quand même athlétique. Jean-Michel, je sais pas ce que tu en penses, et qui a quand même de très bons tracés et une une belle faculté à localiser le ballon. Qu'est-ce qui lui manque à Mason Taylor pour devenir peut-être un joueur des deux premiers tours? Ah, on commence par les défauts. Ben, Ouais, si tu voilà, veux, quand sur les défauts. ben, Ouais. c'est un petit peu les mêmes défauts que Loveland, c'est qu'il doit progresser en bloc. Et lui aussi, on voit qu'il est volontaire, etc. Mais il doit progresser en bloc. Alors, quand tu regardes les matchs de LSU, je les ai pas tous vus, donc je peux me tromper, mais j'en ai vu quelques-uns. Il n'était pas souvent aligné à côté d'un tackle, comme on dit, inline. Et c'est pas pour rien si les entraîneurs le mettaient pas là, le mettaient plutôt en position d'attaquer le slot ou même plutôt comme un fullback de temps en temps, mais pas souvent pour la protection parce qu'en termes de bloc, ben c'est pas tout à fait ça. Donc il est pas encore hyper complet. Après, il n'a pas été hyper décisif avec LSU. Alors attention, attention. Il a battu le record de réception pour un Titan à LSU, donc c'est Oui. incroyable. Mais je veux dire, c'est pas un Titan qui t'a mis 10 ou 15 touchdowns et ça dépend sans doute aussi du système. Mais voilà, c'est pour ça aussi qu'il n'est pas prévu premier tour comme un Loveland ou un Warren qui ont fait des saisons incroyables, fantastiques. Et donc, du coup, voilà, c'est peut-être ce qui lui manque un tout petit peu. Mais après, on va parler de ses qualités et il en a, hein. Oui, bah justement, tu vas en parler de ses qualités, mais après, moi, je vais te dire par rapport à ce que tu viens de dire qu'à LSU, alimenter le tie-in, c'est pas forcément dans dans les principes offensifs hein, de l'université. On alimente plus les wide receivers pour qu'ils passent de grandes stats, et le poste de tie-in, c'est pas forcément le poste le plus surveillé, on va dire, à LSU, même si Mason Taylor a de grandes qualités. Bah, quelles sont ses qualités à Mason Taylor, en plus d'être athlétique?
Ben, athlétique déjà, tu vois, ben, Hmm. je crois qu'il a fait 4,65 sur 40 Ouais, yards. Alors, c'est ça. je sais, c'est courir en short, en ligne droite, etc. Je sais, ok, d'accord. Mais bon, ça montre quand même des qualités. Et puis de toute façon, il a des bons gènes. Hein, on va parler un petit peu à ceux qui suivent la NFL depuis quelques années. Hein. Jason Taylor, vous vous rappelez de Jason Taylor, le edge rusher des Dolphins de Miami? Eh ben, c'est son fils. Voilà, c'est son fils. Hmm. Donc, oui, il est très athlétique, mais pas que, pas que. Il a de très bonnes mains, très bonnes mains. Je crois que c'est moins de 2% de drop, lui aussi. Et pourtant, Oui, je oui, l'ai dit, très fort. 55 réceptions, record pour un Titan à LSU. Donc, il fait beaucoup de réceptions, il relâche jamais le ballon. On l'a vu au combine. Et au combine, je crois que le 40 yards, il a couru à son pro day, il me semble. Mais au combine, là où il avait impressionné les gens, c'était dans les ateliers. Voilà, les petits ateliers comme le gauntlet. On vous renvoie sur les articles sur le site. Le gauntlet où il faut attraper des ballons en traversant la largeur du terrain. Il a été impressionnant. On l'avait vu au Senior Bowl, où il était très bon Hmm. aussi, que ce soit dans les 1 contre 1, que ce soit dans des situations de 7 contre 7, etc. Il a montré toute sa qualité. Il court des bons tracés, il a de très bonnes mains, il a du physique, il est athlétique. Pour moi, c'est encore Hmm. un projet en développement, mais franchement, tu le prends vers la fin du second tour et si ça se trouve, ça deviendra ton Titan titulaire parce qu'il a vraiment beaucoup de potentiel. Moi, quelque part, attention, je vais y aller un peu fort. Il n'est pas encore à ce niveau-là, attention, hein, je précise, mais ça peut devenir un Sam Laporta. Parce qu'il a Oh! vraiment ce profil-là, dans la précision des tracés, dans les bonnes mains, suffisamment de vitesse pour créer de la séparation, et ça peut devenir un nouveau Laporta. Attention. Ah oui, c'est très fort là. Très très Non, fort. mais la Donc, comparaison, c'est plus le style du ouais. joueur de toute Oui, oui, façon. oui, oui, Parce je le que comprends, voilà, hein, pas de souci, ouais. ouais. Si on parle d'un quarterback et que je vous dis Trevor Lawrence et Peyton Manning, c'est parce que ça va être un style de Oui, jeu. c'était. Et Hmm. on ne dit pas qu'il va devenir un Hall of Fame comme ça. C'est voilà, c'est toujours pour vous donner une image sur un peu à quoi il ressemble. Et Est-ce qu'il puis, ressemble plus à George Kittle ou à Travis Kelce ou ben voilà, ben lui, je sais pas. Moi, je le vois jouer, je me dis il peut devenir un Laporta. eh ben, écoute, pour Mason Taylor, on n'a peut-être pas vu le meilleur déjà de Mason Taylor sur le terrain. Parce que vu qu'à LSU, il n'était pas trop utilisé en réception, peut-être que c'est un bon receveur. Parce que Sam Laporta, bah, c'est la même chose. À Iowa, il n'était pas forcément très très recherché, ça courait beaucoup. Bah, LSU, c'est pas vraiment pareil, on cherchait plus à l'extérieur, alors que lui, c'est plus un receveur intérieur. Donc finalement, est-ce que Mason Taylor est meilleur que les deux Tyens qu'on vient de citer avant? Bah peut-être. Et voilà, on sait jamais. Mais on va dire, à l'heure où on se parle aujourd'hui, il est encore un peu en dessous. Euh, et le dernier dont on va parler, c'est un Titan qui a impressionné, mais dans une faculté un peu en dessous bah, de LSU, de Penn State, voire de Michigan. Il joue à Bowling Green. Voilà. Donc cherchez cette faculté, que vous allez trouver, ça peut être très curieux. Donc c'est Harold Fanning Jr., Jean-Michel. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Harold Fanning Jr.? Déjà en termes de production, c'était très très fort. Ah ben oui, 1500 yards, 10 touchdowns, donc oui, très très fort. Harold Fanning, écoutez, je vais commencer directement par la comparaison NFL, comme ça vous allez directement avoir une image. C'est Isaiah Likely, le joueur de Baltimore. Voilà, c'est le même, c'est-à-dire un receveur dans le corps d'un tight end. Voilà, et pas un receveur géant non plus, non, une taille de receveur, je crois qu'il fait 6 pieds 3, quelque chose comme ça. Voilà, c'est un receveur dans le corps d'un tight end. Voilà, Harold Fanning, c'est ça, c'est Isaiah Likely. Oui, les mains sûres, la séparation il a, les yards après réception aussi il a, c'est pour ça d'où le chiffre 1500 yards. Mais alors pourquoi Rolf Fanning, c'est un joueur qui est projeté souvent dans les troisième, voire même quatrième tours parfois? Moi, je vais pas te mentir, ça m'étonne un peu de le voir là au vu de la production. Pourquoi est-il donc dans ces eaux-là? Ouais, pour moi, il glissera pas aussi bas, hein. Alors, début de Mhm. troisième tour, c'est toujours possible, bien sûr, mais pour moi, c'est plus deuxième partie du deuxième tour, hein. Et pourquoi il Ah ouais. descend aussi bas? Ben parce que c'est Isaiah Likely. Voilà. Isaiah Likely, c'est un receveur dans le corps d'un tight end. Et Isaiah Likely, il fait des merveilles à Baltimore. Pourquoi? Parce qu'ils ont un système où ils alignent plein de tight ends. Alors, je veux bien, Marc Andrews, c'est pas non plus le meilleur des bloqueurs, mais des fois, ils vont te mettre un Charlie Collard, ainsi de suite. Ils ont différents packages et du coup, ça fonctionne. Harold Fanning, c'est pareil. Il faudra qu'il soit utilisé dans des franchises qui utilisent beaucoup ce qu'on appelle le 12 personnel. 12, ça veut dire qu'il y a deux tight ends en même temps sur le terrain. Et donc, du coup, Mhm. tu en mets un qui est meilleur bloqueur et
puis un qui est plus destiné à attaquer le slot et faire des réceptions. Et Fannin, c'est ce deuxième joueur. Mais si tu as une équipe qui utilise majoritairement trois receveurs et un seul tight end, par exemple, ben, Fannin, le problème, c'est que ben, c'est Isaiah Likely. Donc si tu comptes que sur lui pour bloquer, ben, tu vas pas y arriver. Parce que quand il est en mouvement, quand ça décroche pour un jeu de course, oui, il y va, il a quand même un peu de gabarit, mais c'est pas un super bloqueur, on va pas se mentir, et je pense qu'il ne le deviendra jamais non plus. Donc du coup, c'est pour ça aussi que c'est pas un Titan numéro un, c'est un Titan Hmm. numéro 2, vraiment un spécialiste. Mais par contre, au niveau de ses qualités, je vais en rajouter une. On parlait de l'âge de Ouais. Loveland tout à l'heure. Lui, c'est pareil, il a que 20 Ah ans. oui, là, Il il a aura 20 ans. 21 ans au mois de juillet. Donc du coup, la marge de progression, elle est immense. Mais voilà, entre les adversaires qu'il a affrontés, entre le fait que c'est pas un bon bloqueur, donc pas un numéro un, etc., forcément, pour moi et pour les observateurs, il est en dessous de tous ceux qu'on a nommés, évidemment de Warren, de Loveland, je pense en dessous de Taylor, peut-être même en dessous d'un Gunnar Helm, etc., parce Hmm. qu'il lui manque ce côté bloqueur. Mais tu veux un deuxième Titan et un spécialiste en réception, eh ben, Rolf Fannin, ça peut être ton homme. Eh ben, tu as dit beaucoup de choses, Jean-Michel, et j'ai pas mieux, clairement, hein, comme description d'Harold Fannin. Vous l'avez bien noté, Isaiah Likely, voilà, comme comparaison pour Harold Fannin Jr., donc de Bowling Green. Regardez un peu les matchs d'Harold Fannin, clairement, parce que c'est quand même impressionnant ce qu'il a fait. C'était vraiment le receveur numéro un de cette petite université, enfin petite université dans le sens États-Unis, évidemment, mais... mais Harold Fannin, c'est clairement un joueur qui peut-être va être appelé dans les trois premiers tours et dont on va parler probablement le jour de la draft, je vous rappelle, du 24 au 26 avril prochain. Et c'est sur TD Actu. Jean-Michel, est-ce qu'on a fait le tour de nos prospects? Ah ben oui, je pense, hein. Je pense, oui, oui. Allez, et ouais, on a fait le tour, effectivement. On a oublié de citer certains receveurs, certains tie et c'est limite volontaire parce que il y en aura d'autres, des émissions, il y aura notamment les lives dont vous pouvez suivre sur tdactu.com et les fiches draft qui vont arriver et qui arrivent en ce moment. On est en plein mois de draft, c'est de draft month comme on dit en anglais. Jean-Michel, merci beaucoup d'avoir été à mes côtés pour ce podcast sur les receveurs italiennes. Ben, merci, merci Niti, puis merci tout le monde, hein. Comment il dit déjà, Monclar, bonjour, bonsoir. Voilà, C'est ça, je exactement. sais pas quand vous écouterez ce podcast, mais voilà, si c'est en journée ou en soirée, ben, je vous la souhaite bonne dans tous les cas. En tout cas, en plus de ces 10 joueurs qu'on a évoqués, il y en aura d'autres qu'on va évoquer. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur le site touchdownactu.com pour connaître tout sur la draft NFL 2025. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt. Salut.